Bien, je dois dire que je suis très impressionné, très heureux. Je vais essayer quand même de vous donner quelques indications sur ce parcours. Monsieur le Président du Comité consultatif national d'éthique, Monsieur le Délégué général de la Fondation Stade Elahi, Mesdames et Messieurs les membres de cette fondation, cher public, permettez-moi d'abord de vous dire non seulement le plaisir qui est le mien, mais l'honneur que vous me faites de voir le livre « Rendre justice au travail » retenu par votre jury pour le prix de la recherche en éthique. Je ne dis pas cela pour répondre à de simples formalités de circonstances. C'est effectivement un honneur de recevoir une telle récompense de la part d'une fondation qui demeure, plus que d'autres me semble-t-il, attentive aux dimensions éthiques et spirituelles de la vie sociale, sans renoncer pour autant aux ressources essentielles de la raison publique. Mais c'est un honneur également de voir reconnaître, moins une personne qu'une démarche de recherche, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle rencontre un écho limité dans le champ des sciences sociales, même si elle n'est pas sans lien avec ce que fut la sociologie à ses origines. Par les temps qui courent, j'y vois même l'expression d'un certain courage. Alors de quelle démarche de recherche s'agit-il et pourquoi évoquer un certain courage? J'aimerais m'arrêter brièvement sur ces questions préliminaires avant de vous indiquer, là encore assez brièvement, je vous rassure, quelques éléments ayant trait à l'ouvrage qui se voit récompensé aujourd'hui. Alors de quelle démarche de recherche s'agit-il? Une démarche assez simple dans son expression, même si elle n'est pas dénuée d'une certaine complexité, voire d'une certaine ambition. Il s'agit de réarticuler la question sociale et la réflexion éthique en vue d'un renouvellement de l'action politique. Et ce qui vaut pour la question sociale en général, vaut plus encore pour ce qui en constitue l'un des foyers névralgiques, cette activité par laquelle l'humanité cherche à produire les conditions matérielles de son existence, mais ce faisant, nous place les uns vis-à-vis des autres dans des rapports d'inégalité ou de domination. Je désigne évidemment le travail. Considérer que l'interrogation éthique doit pouvoir se décliner à l'échelle du travail, c'est considérer qu'il est possible de qualifier cette activité que nous faisons et qui nous fait en la référant à ce que Paul Ricoeur, il y a plusieurs années, nommait déjà un idéal de vie bonne ou de vie accomplie. Dans la littérature en philosophie et en sciences sociales, le terme le plus adéquat pour évoquer ces questions est celui de justice sociale en particulier. Ce terme n'est pas nouveau. Dans l'Antiquité, Aristote en faisait déjà l'une des 4 vertus cardinales susceptibles d'orienter l'action humaine. Et dans la modernité, l'idée de justice est devenu le critère avec lequel nous évaluons le sens de la vie en société, le sens de la politique, dès lors que celle-ci ne se reconnaît plus dans une fondation transcendantale, mais s'appuie ou prétend s'appuyer sur la raison publique. À quelle situation concrète les acteurs du monde du travail sont-ils confrontés qui mettent à l'épreuve leur sens de la justice? De quelles balises, de quelles ressources normatives disposent-ils pour affronter ces situations et réclamer justice précisément? Et quel doit être le rôle de l'action politique sur ces questions? Quelles sont plus largement les conditions d'un travail plus juste? Telles sont quelques-unes des interrogations à l'origine de ce livre. Alors pourquoi évoquer un certain courage? Depuis plusieurs décennies, les politiques néolibérales ont sapé l'idée qu'il était possible, dans la modernité tardive, de référer les activités humaines à des valeurs qui ne soient ni celles de l'accumulation, ni celles du chacun pour soi. Mais la rigueur nous oblige à ajouter ceci. Ce faisant, ces politiques n'ont fait que radicaliser ce que la tradition libérale portait déjà en germe depuis ses origines, en dépit de sa contribution à la constitution de sociétés ouvertes, assises sur la norme des droits fondamentaux. Cette tradition a toujours éprouvé la plus grande difficulté à voir des hommes et des femmes confrontés à une situation donnée, chercher à l'évaluer en fonction de leur propre référentiel axiologique, en fonction de leurs propres valeurs, et surtout agir en conséquence. Or, ce qui vaut pour d'autres enjeux, identitaires, linguistiques, religieux, que je n'évoquerai pas ici, vaut tout particulièrement pour le travail. De fait, le travail, en tant qu'expérience vécue par des personnes éprouvées dans leur corps ou leur esprit par la matérialité du monde, est le grand absent de la pensée libérale, qui s'est toujours refusé à faire des travailleurs, au sens le plus large du terme, des sujets éthiques à part entière.
Il est vrai que dans ce domaine, le compromis social-démocrate qui s'est forgé après la Seconde Guerre mondiale a montré ses limites, en dépit, j'y reviendrai dans un instant, de son rôle majeur dans la diffusion d'une éthique sociale au sein des sociétés industrielles. Vrai également que l'héritage marxiste a été, sur ces questions, traversé par des tensions largement insolubles. En dépit de quelques fulgurances qui caractérisent à mes yeux la pensée marxienne, cette tradition a développé une interprétation très homogénéisante, le prolétariat comme sujet de l'histoire, et surtout très unilatérale de l'analyse des injustices au travail, à travers le critère de l'exploitation. Les situations d'exploitation n'ont pas cessé, loin s'en faut, certaines se sont même accrues, tout en étant renvoyées à la périphérie des sociétés occidentales dans le cadre de la division internationale du travail. Mais si l'analyse éthique est par avance encastrée dans une critériologie unique, elle disparaît comme interrogation et comme discipline pratique. Comment peut-il y avoir éthique si celle-ci ne peut faire droit au débat, ne peut assumer ce que Paul Ricoeur, là encore, nommait le conflit des interprétations. Ainsi, en ce début du XXIe siècle, héritier malgré nous de traditions opposées, confrontés à l'épuisement des modèles de solidarité antérieurs et aux assauts répétés de politiques néolibérales à visages multiples, nous nous trouvons, c'est du moins l'une de mes hypothèses, assez démunis pour prendre à bras-le-corps les défis du moment, en particulier les bouleversements technologiques et ce qui s'annonce comme la numérisation généralisée des activités humaines. Notre point d'appui dans ce domaine semble être ce qu'on appelle de longue date l'éthique du travail, work ethics, conçue par ses promoteurs dès la fin du XVIIIe siècle comme l'ultime moyen ou le seul moyen pour faire en sorte que le travail garde encore un visage humain, tout en nous insérant toujours plus avant dans la spirale d'une économie financiarisée et globalisée. Outre que cela revient à faire du mérite individuel l'alpha et l'oméga de la vie morale, à mettre en concurrence les acteurs du monde du travail les uns avec les autres, alors même que les ressources de la redistribution sociale se tarissent, à leur demander de s'engager toujours plus avant dans la production au risque de l'épuisement professionnel, une telle perspective demeure assez pauvre, analytiquement et normativement. En Occident, néanmoins, ce legs pèse lourd. Nous en défaire est un long chemin. Par votre récompense, vous soutenez cette démarche de long terme qui concerne tant le champ scientifique que notre condition politique. Voilà pourquoi j'y vois l'expression d'un certain courage et tiens à nouveau publiquement à vous en remercier. J'en viens alors très brièvement aux quelques éléments, que j'aimerais indiquer concernant l'ouvrage « Rendre justice au travail », qui apparaît ici, mais qui manifestement n'apparaît pas là-haut, peu importe. Sachant que mon propos n'est nullement de revenir sur le fond d'argumentation, je ne peux m'empêcher d'appuyer les propos du professeur Sicard à l'adresse des chefs d'entreprise qui précipiteraient leurs collaborateurs dans la moindre librairie. Mais je voudrais simplement m'en tenir au contexte dans lequel ce livre a été écrit et à quelques messages, deux essentiellement, qu'il cherche à porter. Une réflexion sur le contexte pour commencer. Nous entrons, me semble-t-il, dans un nouveau cycle pour la réflexion éthique. Ce que j'appellerais la troisième étape, voire le troisième âge de l'éthique appliquée. Il ne s'agit pas pour autant d'évoquer une éthique vieillissante. Tout au contraire, le troisième âge est toujours le gage d'une nouvelle jeunesse. Alors la première étape, le premier âge, si vous voulez, fut constitué par ce que j'appellerais le cri de la conscience morale face à la pression des systèmes, qu'il s'agisse de la voracité des systèmes totalitaires, que nous avons connus en Europe en particulier, qui, tels des Molochs, digéraient leurs victimes, ou plus largement de la mise en conformité imposée par les systèmes économiques ou politiques, en particulier dans le régime de la production de masse qui a marqué le XXe siècle de son empreinte. L'éthique était alors une exigence, une affaire individuelle, la marque d'une vie intérieure particulièrement riche. Elle s'incarnait chez ces jeunes Allemands de la Rose Blanche qui ont tenté de s'opposer à main nue à la prédation nazie et l'ont payé de leur vie, mais aussi chez ces figures hors du commun qui étaient par exemple Germaine Tillon, Robert Antelme, Vassili Grossman, Hannah Arendt, Václav Havel ou, plus proche de nous, Simone Weil, pour n'en citer que quelques-unes. L'éthique désignait en quelque sorte la conscience morale de la dissidence, qu'il s'agisse d'une dissidence externe, en Union soviétique en particulier, ou d'une dissidence interne,
lorsqu'il s'agissait de faire entendre les exigences de la vie éthique dans les sociétés industrielles, anonymes et standardisées. Notons que le compromis social-démocrate n'a pas été indifférent à ces questions. Avec lui, s'est diffusée une certaine idée de la liberté sociale, fondée sur la construction de droits ou l'avènement d'une parole pour les travailleurs, au sens large, et permettant de nourrir une conscience aiguë de la solidarité. Indépendamment de ses limites techniques ou économiques, ce compromis s'est néanmoins heurté à ses propres défauts, notamment au fait qu'il n'a cessé de faire des citoyens usagers de simples assujettis. La deuxième étape, et elle est importante, fut marquée, me semble-t-il, par l'autonomisation de la raison éthique dans les sociétés de la modernité tardive. Sous l'influence de philosophes de premier plan, John Rawls aux États-Unis, qui publie en 1971 Theory of Justice, ou Paul Ricoeur en France, dont Soi-même comme un autre, publié au début des années 90, constitue un référent majeur, l'éthique s'autonomise vis-à-vis de l'économie et de la politique, en mobilisant des procédures de juste répartition des ressources ou des capacités, et ou en faisant référence à un idéal de vie bonne, dans une perspective que l'on pourrait qualifier de néo-aristotélicienne. Dans le champ scientifique, en philosophie sociale en particulier, cette période constitue une sorte d'âge d'or. On ne compte plus les centaines de travaux, livres, articles, publications en tout genre sur le sujet, aux États-Unis comme ici même en Europe. Deux tendances viennent néanmoins grever ce formidable développement. Première tendance, dans les entreprises, en particulier au sein des multinationales qui s'émancipent progressivement de la tutelle des États sociaux, on assiste à la démultiplication d'initiatives dans ce domaine. Déontologie professionnelle, codes of conduct, responsabilité sociale de l'entreprise, partout des projets fleurissent, mais cette évolution a une signification demeurée longtemps ignorée. La raison éthique se meut, et ça a été très bien dit ce matin par le premier orateur, en rationalisation. L'éthique s'est autonomisée, mais elle se trouve confrontée à sa prise en charge par ce que Max Weber appelait la rationalité formelle, qui privilégie la conformité aux procédures de droit ou de calcul sur le sens de l'action. Surtout, et c'est sur ce deuxième point que j'aimerais insister, l'éthique s'immisce dans tous les domaines de la vie en société, le sport, ça vient d'être brillamment rappelé, la famille, l'école, l'économie même. L'éthique économique couvre un domaine de recherche de plus en plus large, partout sauf au travail. Le travail n'est pas seulement cette catégorie que la tradition libérale s'est toujours refusée à reconnaître comme le lieu d'une normativité éthique, il demeure, à mes yeux, le grand oublié des théories de la justice, en particulier au sein de cet âge d'or que je viens de mentionner à l'instant. Voilà pourquoi il importe, à mes yeux, de favoriser l'avènement, non pas d'un troisième âge, mais d'une troisième étape, celle par laquelle l'éthique renouerait avec l'idéal de la raison pratique, en s'attelant à cette activité qui, plus que d'autres, nous confronte à une expérience quasi quotidienne de l'injustice, le travail. Mais une telle perspective a une contrepartie immédiate qu'il importe de souligner aussitôt. Sur le travail, et là encore ça a été très bien dit ce matin, sur le travail aussi, nos valeurs sont en conflit. Cela est vrai non seulement entre employeurs et salariés, d'ailleurs il faudrait ici apporter des nuances, ce n'est pas toujours vrai, cela dépend des contextes, mais aussi entre différentes branches, différents métiers, différents types d'organisations ou d'entreprises. Les acteurs du monde du travail n'ont pas toujours la même interprétation de ce que signifie la souplesse, la réactivité ou la solidarité. Ils n'accordent pas nécessairement le même sens à ces questions aussi fondamentales que sont le respect de soi ou d'autrui, à la lutte contre les inégalités ou à l'horizon de la réalisation de soi. Il existe bien évidemment des principes juridiques, ça a été là encore rappelé, mais dès lors que l'on s'attache à mettre en œuvre ces principes dans des contextes concrets, des conflits nombreux, souvent ignorés, surgissent. Est-ce grave? Est-ce inquiétant? C'est évidemment une difficulté majeure. Mais je voudrais dire que ce n'est pas très étonnant dans des sociétés ouvertes, plurielles, qui sont traversées par des conflits de valeurs dans tous les domaines de la vie sociale. Pourquoi diable le travail y échapperait-il? Surtout, j'aimerais vous annoncer, non pas la bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle, c'est que ces conflits
n'aboutissent pas nécessairement à ce que Weber l'a encore appelé la guerre des dieux. Ces conflits font souvent le quotidien de la vie professionnelle. Ils ne sont pas insurmontables. Il est possible de mobiliser, d'identifier et de mobiliser des modèles, des balises pour chercher à les surmonter. C'est le sens même de ce livre. Et je conclus en vous indiquant ce qui me semble être les 2 messages clés que ce livre cherche à véhiculer. Le premier message, c'est qu'au fond, il existe non plus un modèle, mais des modèles, des balises, produits de longue date par la littérature, en philosophie, je l'ai mentionné, en anthropologie ou en sociologie, qui m'ont amené à en faire une présentation assez systématique, en évoquant 4 modèles principaux: l'éthique de la discussion, promue de longue date par un certain Jürgen Habermas, l'éthique du compromis, davantage soutenue par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, l'éthique des capacités, dont Amartya Sen s'est fait le promoteur depuis plusieurs années, ou enfin l'éthique de la reconnaissance, dont Axel Honneth, par exemple, ou d'autres, Christophe Dejour ou Judith Butler, sont eux aussi des théoriciens confirmés. Cela étant, ce que je voudrais souligner devant vous, c'est le point suivant. Ce qui me semble important n'est pas tellement d'entrer ici surtout dans une présentation détaillée de ces différents modèles, que de s'attacher à souligner leur pluralité même. Il y a plusieurs modèles disponibles. Il importe, à mes yeux, de reconnaître cette pluralité, d'en faire non pas un obstacle, mais une condition de la vie éthique, et du même coup d'abandonner effectivement ce qui a longtemps été la grille de lecture dominante dans la modernité européenne, l'idée que nous serions condamnés à interpréter les évolutions à travers une lecture nécessairement unilatérale des changements sociaux. Je pense au contraire qu'il y a plusieurs façons d'aborder ces questions et que cette pluralité est, oui, je crois, une bonne nouvelle. Alors comment faire? Et ça sera ma conclusion. Contrairement à ce qui domine dans certains pays, notamment en France, je pense qu'il est nécessaire, voire urgent, de défendre ce que j'appellerais une approche contextuelle et reconstructive de la justice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, une approche contextuelle veut dire que la mobilisation de ces différents modèles dépend tout simplement des contextes institutionnels, des contextes professionnels ou des contextes organisationnels. Il est possible, il est même probable, que la façon de mobiliser des modèles de justice pour aider des travailleurs qui rencontrent des difficultés, des acteurs du monde du travail qui sont éprouvés dans leur sentiment de justice, ne soit pas de même nature quand on s'adresse à des infirmiers ou du personnel soignant dans des hôpitaux publics, à des ouvriers sur des chaînes de fabrication en Europe ou en Afrique ou en Asie, ou à des acteurs qui travaillent dans les services financiers ou dans les services à la personne. Il y a à reprendre le débat sur la justice au travail en contextualisant et les problèmes et les réponses qu'on peut y apporter. Deuxièmement, une justice reconstructive, terme que j'emprunte notamment à Jean-Marc Ferry ou à Axel Honneth, signifie ceci. Il est possible de reconstruire ce que certains appellent les présupposés normatifs sur lesquels s'appuie toute organisation pour assurer la coordination ou la coopération entre ses membres, et en même temps de montrer que souvent, très souvent, ces organisations ne sont pas à la hauteur des principes mêmes qu'elles évoquent. Prenons un exemple très simple. Dans les organisations en réseau, les réseaux d'hier ou les réseaux d'aujourd'hui, on demande à ce que chacun communique avec tous. Mais on ne se réfère jamais à ce que Habermas défend de longue date à travers, par exemple, l'éthique de la discussion qui impose une certaine exigence vis-à-vis de soi et d'autrui, un certain nombre de règles qui gouvernent ce qu'est une prise de parole respectueuse de la diversité des opinions, mais respectueuse aussi de la nécessité de construire une argumentation. Autrement dit, il y a place, me semble-t-il, et j'ai été très heureux d'entendre que c'est peut-être une voie propice pour l'avenir et pour la recherche à l'avenir, il y a place pour reprendre le débat de la justice sociale sans jamais
occulter les enjeux du droit du travail, qui sont importants, mais en les complétant par l'analyse des situations concrètes, des conflits de valeurs auxquels sont confrontés les acteurs du monde du travail, et surtout en cherchant à comprendre comment des modèles de justice peuvent être mobilisés par eux en situation, dans des contextes toujours particuliers. Et c'est là, me semble-t-il, un signal, non seulement pour les partenaires sociaux, mais pour l'action politique elle-même. Sans doute une rénovation profonde de la social-démocratie pourrait-elle consister à faire en sorte que ces modèles de justice soient effectivement mis à la disposition de ceux qui souhaitent les mobiliser. Pour conclure, je voudrais simplement remercier à nouveau les responsables de cette fondation et les membres du jury, que je ne connais pas, je tiens à le signaler. Remercier aussi Monique Labrume, la directrice générale des PUF, et Thomas Évariste, qui a participé à la confection du livre. Jean-Louis Laville et Dominique Méda, qui sont à la fois deux amis et deux inspirateurs dans le champ des réflexions sur le travail, Jean-Louis Laville étant professeur au CNAM, et enfin Benoît Derigny, chef d'entreprise éminent qui me fait l'honneur d'être ici, et qui est surtout un immense ami au sens non philosophique du terme. Je vous remercie.